Bonsoir, chères Barinoises, bonsoir, chers Barinois. Bienvenue à ce nouveau chat, un nouveau rendez-vous qui clôture notre année bien chargée au Conseil départemental. Et c'est dans le cadre du plan départemental pour l'emploi et l'insertion que cette émission a lieu ce soir sur Facebook. C'est une première, j'aurais envie de dire c'est une première dans le Grand Est, car nous sommes la première collectivité à diffuser ce type d'informations sur Facebook en live avec vos questions. Je vous invite à nous les poser sur un hashtag très simple, hashtag JobCD67, et puis aussi de questionner aussi via Facebook. Facebook, donc tout le Bas-Rhin. Ce soir, une émission intégralement consacrée à l'emploi, l'emploi version barinoise, mais aussi version transfrontalière, nous le verrons tout à l'heure. Et puis avec une nouveauté, alors certes, il y a un grand panel de très belles et beaux intervenants autour de moi ce soir, mais ce sera aussi l'avantage pour vous d'avoir des offres d'emploi en live. Et toutes ces offres d'emploi donc, sont consultables sur justement ce hashtag que je vous ai donné, hashtag JobCD67, mais aussi sur bas-rhin.fr. Vous le retrouverez après, à la clôture de cette émission. On est là, 60 minutes avec vous ce soir sur Facebook. Alors j'ai à ma droite donc le président du conseil départemental du Bas-Rhin, Frédéric Bierry, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes aussi vice-président à l'ADF en charge des questions sociales. Oui, parce que c'est une des missions principales des départements, c'est de lutter contre la précarité, d'accompagner les personnes en difficulté, qu'elles soient âgées, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient handicapées. C'est une responsabilité forte de notre collectivité. 60% du budget du département est consacré à l'action sociale. C'est important que les présidents de département s'impliquent dans cette matière. Et à mes côtés, j'ai aussi donc Madame Nadia Guedré. Donc vous travaillez au KFC Rivetoile à Strasbourg. Nous reviendrons tout à l'heure sur votre parcours. À côté de vous, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Ivan Skelbut. Bonsoir Ivan. Vous êtes directrice territoriale du Bas-Rhin du Pôle emploi. Et on arrivera tout à l'heure sur quelques réflexions et sur des questions aussi que vous avez posées d'ailleurs par rapport au Pôle emploi. Et puis tout au bout de moi, mais très proche quand même, eh bien Sabrina Boucherit, vous êtes une ancienne formatrice bien-être et ça va nous permettre de nous relaxer aussi ce soir. Mais surtout, sérieusement, vous êtes intégrée dans un réseau qui s'appelle Réseaué, Femmes d'entrepreneurs. Exactement. Voilà. Donc, Réseaué est une plateforme créée en 2012 Et on en vient. C'est une plateforme en ligne. Voilà, tout à fait. Justement, vous allez tout nous expliquer tout à l'heure sur le principe, justement, aujourd'hui, l'importance du réseau aussi pour trouver un emploi. Alors, première question pour vous, Président. Comment le département agit concrètement sur l'emploi aujourd'hui des Barinois ? Pour nous, l'emploi, c'est la vraie priorité, c'est la priorité de nos concitoyens. Et c'est pour cette raison qu'on a considéré avec mes collègues conseillers départementaux que c'était très important d'investir cette mission de soutenir les personnes demandeurs d'emploi. Donc on l'investit de différentes façons. On est d'abord très investi dans le soutien aux entreprises parce qu'il n'y a pas d'emploi sans employeurs, sans développement économique. Donc c'est important d'être aux côtés des entreprises, de faciliter leur vie quotidienne. Donc on a une agence de développement qui s'appelle l'ADIRA, dans laquelle nous sommes investis avec d'autres partenaires, avec la région, avec les agglomérations, avec les territoires. Donc là, c'est au quotidien rencontrer les entreprises pour voir ce qu'on peut faire pour faciliter leur développement économique qui va générer de l'emploi. À côté de ça, nous avons des conseillers emploi qui vont accompagner des personnes très éloignées de l'emploi qui sont les bénéficiaires du RSA. Donc là, on a une équipe dédiée de 18 conseillers emploi répartis sur l'ensemble du territoire du département. On finance aussi des chantiers d'insertion, des entreprises d'insertion qui vont générer aussi de l'emploi sur le territoire. On aide la rénovation énergétique, la politique de l'habitat qui va soutenir l'artisanat, qui va lui aussi créer de l'emploi. Donc toute l'action du département, elle est vouée à favoriser le développement économique, l'emploi sur le territoire barinois. Alors une question, donc depuis 48 heures, vous posez vos questions justement via Facebook. Il y a une question de Fabrice qui est intéressante. J'ai 48 ans, plus de travail depuis 2 ans et donc plus de chômage. Comment le département peut-il m'aider ou m'accompagner aujourd'hui ? Alors, le chômeur, classiquement, je regarde ma directrice, va aller bien évidemment d'abord vers Pôle emploi qui est le référent quand on se retrouve au chômage. Après, on peut être aussi dans des accompagnements, soit par le biais des conseillers départementaux sur les territoires, qui ont un gros réseau de connaissances.
Là, je crois que c'est un BTS. Alors, il y a aussi cette question effectivement de Laure dont le ouais. fils est un BTS en gestion et protection de la nature. Et il a aussi un BAFA, effectivement. Ouais. Lui, sa problématique est autre parce qu'il est en service civique qui touche à sa fin Ouais. et il ne trouve pas d'emploi car ce sont beaucoup des emplois d'avenir. Et il nous dit qu'il n'est pas éligible. Oui, alors il y a effectivement dans notre système français des emplois aidés et des emplois classiques. Voilà. Ouais. Bon, les emplois aidés peuvent à un moment donné être intéressants pour franchir un palier, mais les emplois classiques, c'est quand même ce qu'il faut en priorité rechercher. Et là, ce qui est intéressant, c'est parfois le réseau de connaissances. C'est pour ça que moi, je vous invite à aller voir vos conseillers départementaux de votre territoire. Le politique peut aider. Le politique peut aider, simplement parce qu'il a un réseau. Il connaît des chefs d'entreprise, il connaît des associations. Là, selon le type d'emploi, le lien qu'on peut permettre, ça peut parfois être un déclic. Moi, j'ai souvent reçu dans mes permanences des jeunes ou des moins jeunes. On vient facilement comme ça voir les élus sur le terrain. C'est notre rôle. Enfin, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est notre rôle d'être en soutien, en facilitateur. Alors, ce n'est pas nous, ce ne sont pas les élus qui créent de l'emploi, faut être clair, mais les élus peuvent être en soutien. Quand aujourd'hui, moi, je visite une entreprise, je commence par parler de développement économique avec le chef d'entreprise, comment on peut l'aider. Puis après, je lui parle, mais vous savez, on a des jeunes qui cherchent du travail, on a des chômeurs de longue durée, comment on peut travailler ensemble pour placer des personnes en emploi. C'est souvent par le réseau qu'on peut arriver. Donc là, tout à l'heure, pour le BTS sur la nature, nous, on est partenaire de beaucoup d'associations autour de l'environnement. Ça peut être là aussi un lien qu'on peut créer. Alors après, bien sûr, à la personne de prouver qu'elle a des compétences pour occuper le poste. Mais je crois qu'il faut de plus en plus travailler comme ça en réseau, voir les emplois qui ne sont pas pourvus à certains endroits. Donc, il y a beaucoup de pistes à creuser. Il faut se faire connaître, et vous le disiez tout à l'heure, Président, avec l'entreprise. Et j'ai la chance à mes côtés d'avoir bien précisément une chef d'entreprise, puisque Nadia, vous travaillez, enfin vous êtes avec votre mari, je crois, gérant donc de la chaîne de restauration KFC qui est à Rive-Étoile. Alors en France, KFC, c'est quand même énorme, c'est 200 restaurants. L'objectif justement de la chaîne est d'avoir 500 restaurants en France d'ici 5 ans, avec à travers notamment, mais ce n'est pas la seule manière de l'avoir à travers un partenariat de franchise, c'est ce que vous avez opté. Et à Strasbourg, en tout cas dans l'Eurométropole, d'ici 2018, 4 restaurants KFC vont ouvrir. Alors, comment on arrive justement sur cette chaîne de KFC je crois savoir que vous venez de Marne, tous les deux. Comment on arrive à faire ce chemin pour arriver aujourd'hui et ouvrir un KFC à Rive-Étoile ? Alors, nous avons un parcours, mon mari et moi-même, assez complémentaire. Donc, mon mari a travaillé dans le monde de l'automobile, dans la gestion des centres auto au niveau national. Et puis, il a tenu également la direction d'un grand groupe d'hypermarchés de plus de 300 personnes durant 7 ans. Pour moi-même, mon parcours, donc je suis formatrice, coach et sophrologue et j'accompagne des particuliers comme des entreprises dans leur développement et la réalisation d'entreprises, dans la réalisation d'objectifs, voilà, objectifs professionnels. Et donc, à un moment, on s'est posé et puis on s'est dit, voilà, on a envie de créer notre entreprise et on voudrait s'appuyer sur un savoir-faire, en fait, d'une marque forte, d'une marque reconnue. Et donc, on s'est tourné vers la franchise. Et résultat des courses, là, aujourd'hui, au mois de décembre 2016, vous avez 45 collaborateurs à vos côtés. C'est cela. Et sur les 45 collaborateurs, vous avez 15 personnes qui sont issues, on va dire, de la filière RSA, du conseil départemental. Et je crois savoir que vous avez donc bénéficié, grâce au Pôle emploi, d'une démarche, on va dire, d'un recrutement par simulation. Par simulation. On reviendra tout à l'heure sur cette démarche, effectivement. Aujourd'hui, est-ce qu'un travailleur du BRSA est différent d'un travailleur, je dirais, classique ? Alors, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, avant tout, et les valeurs de l'entreprise, donc KFC Rive-Étoile, donc qui sont nos valeurs, c'est l'humain. Voilà. C'est ce qu'il veut faire, c'est ce qui se donne comme moyen, en fait. Et donc, nous n'avons pas du tout recruté sur CV, mais on a vraiment recruté sur le savoir-être, l'habileté, et puis le fait d'adhérer à nos valeurs. Voilà. Et donc, du coup, nous avons 45 salariés, mais
en aucun cas on peut les dénommer comme BRSA ou autres en fait. Hein. Ce sont des humains qui travaillent, des collaborateurs, et c'est ce qui est super. Quoi, On a une question d'un chef d'entreprise de Saverne, il s'appelle Marc. Bonjour, je suis chef d'entreprise à Saverne. Je réfléchis depuis un moment à embaucher des RSA. Conseil, avantage. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à Marc ? Alors, je vais lui dire d'oser. Il faut oser. Je vais lui dire d'oser parce que, en fait, donc, comme dit, donc, nous venions de la Marne. Donc, KFC France nous a mis tout de suite en lien avec la DIRA. Et dès la première réunion, nous avons rencontré tous les acteurs du développement, des personnes du conseil, des personnes également de Pôle emploi, qui nous ont tout de suite donné en fait les bonnes directives, les bonnes directions. Et très rapidement, on a pu mettre en place des partenariats, une vraie collaboration avant donc la démarche d'entreprise, de création d'entreprise, pendant et après. Pour l'instant, il n'y a pas de regret. Aucunement. Vous le referiez ? Bien sûr, tout à fait. Aussi, on peut venir, par exemple, là, déposer un CV, par exemple, tout à l'heure, au magasin KFC, à la chaîne de restauration KFC, pour dire, tiens, j'ai envie quand même aussi d'oser, parce que moi aussi, j'ai envie d'oser, j'ai pas beaucoup d'emplois, là, je me cherche, je peux faire cette démarche naturellement vers vous. Oui, avec plaisir, au contraire. Très bien, on va y penser. J'ai donc différents jobs qui viennent qui viennent de tomber, pour des rechercheurs d'emploi de tout le territoire. Alors, dans le territoire de Vasselonne, on recherche actuellement un travailleur social pour un remplacement du 1er février au 30 avril prochain. Donc c'est une mission certes de courte durée, mais en tout cas, elle est proposée à l'unité territoriale d'action médico-sociale de Vasselonne. Et là, donc, je vous invite justement à aller sur le site Barin ou se tweeter donc sur, je vous rappelle, donc le hashtag JobCD67 qui est mis à votre disposition. Toujours une autre offre d'emploi proposée aussi par le conseil départemental. L'unité territoriale médico-sociale de Schiltigheim, cette fois-ci, propose là aussi un travail renfort du 2 janvier, donc c'est presque demain, du 2 janvier jusqu'au 1er avril 2017 en tant que travailleur social. À Strasbourg, et là c'est une offre donc, de type CUI-CIE. On recherche un équipier polyvalent dans la restauration rapide. Cette fois-ci, c'est un CDI, donc c'est une mission donc, intéressante, contractualisée, longue, à Strasbourg ou à la Vigie. Et pour les bénéficiaires du RSA qui nous écoutent ce soir, aussi un poste de CDI qui est proposé en tant que livreur dans le secteur de la restauration, et c'est à Strasbourg. Entre-temps, une question, enfin en tout cas un commentaire plutôt est tombé. Les missions locales ont une large place dans l'accompagnement des jeunes. Ces structures pourtant n'est pas assez présente. C'est vrai, Président ? C'est très variable. Il y a un certain nombre de missions locales réparties sur l'ensemble du département qui font effectivement un travail remarquable, en lien également aussi avec Pôle emploi, et qui accueillent les jeunes sortis du système scolaire de 16 à 25 ans. Alors, il y a deux types de missions locales. Il y a des missions locales polyvalentes, surtout dans les territoires ruraux, qui vont être amenées à accompagner le jeune aussi bien sur ses problèmes d'emploi, de logement, de santé, de mobilité. Et puis, la mission locale plutôt Strasbourg et sur l'Eurométropole, qui aura plutôt une vocation plutôt ciblée sur l'emploi et les formations. Mais il y a aussi toute une série d'associations à l'échelle strasbourgeoise qui peuvent accompagner les jeunes. En tout cas, j'ai été longtemps président de mission locale d'Alsace. Je sais combien de missions locales et les équipes des missions locales font un travail remarquable d'accompagnement fin de la jeunesse. Bien d'orfèvre aussi, de bien accompagner au bon moment. Nous avons le plaisir de vous accueillir, Yvan Skelbut. Vous êtes directrice territoriale du Barin Pôle emploi. Vous avez à vos côtés aussi 21 conseillers dédiés à l'accompagnement. Ce n'est pas rien. On ne vient pas que consulter une offre d'emploi au Pôle emploi. On est là aussi pour être accompagné au jour le jour. Est-ce qu'en quelques chiffres, de manière très simple, vous pouvez nous donner la situation aujourd'hui de l'emploi dans le Barin? Je rappelle que c'était une mission que s'était donnée le gouvernement actuel, de faire baisser, on va dire, la courbe du chômage. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui dans le Barin? Et quelle évolution avez-vous remarqué depuis un an, par exemple? Alors moi, sur l'ambition, nous on essaye qu'il y ait le plus en plus de personnes qui trouvent un emploi. Ce que je peux dire sur le Barin, c'est que effectivement, si on regarde les chiffres,
on va se dire qu'il y a encore un peu plus de 50 000 personnes qui attendent de trouver un emploi et qui recherchent un emploi. Par contre, on est un des départements où le chômage baisse, puisqu'on est à 8,6% et ça baisse encore sur la dernière année. On reste sur un chômage bien inférieur à la France. Et ça, c'est grâce aussi à l'économie qu'on a dans le département. Alors chez nous, et un petit peu aussi de l'autre côté, on a la chance de doubler les potentiels quand on habite ici. Et cette économie, elle nous permet de proposer de l'emploi. Alors, il y a une question d'Éric qui est un peu provocante, mais elle vient d'être posée, donc je vous la lis. Le Pôle emploi va servir à quoi pendant le chat? Je ne connais personne qui a trouvé un emploi grâce à eux. Que font-ils toute la journée? Non, ce n'est pas un mythe. Pôle emploi n'aide pas à trouver du travail. Alors là, la parole est à vous. Ah ben, je vous remercie de la question, Eric. L'avantage, Eric, c'est quand on travaille à Pôle emploi, on a toujours des bonnes questions comme ça. Là où vous avez raison, je pense que ni Pôle emploi, ni personne d'autre ne peut avoir la solution à l'emploi et au chômage. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a à peu près 7000 personnes qui passent les portes chaque jour chez nous. C'est parce qu'ils ont besoin d'une aide, d'un conseil, et on est là. Faut dire aussi qu'il y a à peu près plus de 40 000 personnes qui trouvent un emploi chaque année, un petit peu aussi avec notre aide et avec l'aide des partenaires. J'espère que eux trouvent qu'on est un petit peu utile. En tous les cas, Eric, ce que je peux vous dire, c'est que j'espère aussi que Pôle emploi est inutile pour plein de monde. Ça veut dire que vous arrivez à trouver un emploi sans nous, et tant mieux. Par contre, si vous en cherchez un, je veux bien votre CV, et puis on regardera ensemble. Très bien, alors on va dans la même veine avec Lucie. Je suis issue d'une formation de communication. Il y a encore 6 mois, je cherchais un emploi via Pôle emploi, entre autres. Un jour, ils m'ont inscrit à une formation d'éducatrice pour enfants. Je n'ai rien compris. Pas du tout mon domaine et aucune concertation pour m'expliquer quoi que ce soit. N'y a-t-il pas aujourd'hui un problème sérieux avec Pôle emploi? Ne faudrait-il pas des formations pour les conseillers afin qu'ils puissent correctement nous aider? Alors là, je ne connais pas votre situation, Lucie, c'est ça? Absolument. Oui, vous pouvez aussi envoyer le CV, parce que je ne sais pas si vous avez regardé sur pôle emploi.fr, mais dans le Bas-Rhin, il y a pas mal d'offres en communication en ce moment qui viennent de Pôle emploi ou d'ailleurs. Donc vous pouvez regarder. Je ne connais pas votre cas, donc je ne vais pas répondre à la question en tant que telle. Quand vous vous inscrivez, un des enjeux des conseillers, c'est de proposer le maximum de choses par rapport aux informations que vous pouvez nous donner. Ça peut être intéressant, ça peut ne pas l'être. Si ça ne l'est pas, tant pis. Il suffit de le dire à votre conseiller. Par contre, nous, on essaye de proposer ce qu'on peut pour permettre aux gens d'avoir un peu de possibilités, de réflexion. Après, allez voir votre conseiller, refaites un point sur votre profil. J'espère que vous avez en communication votre CV en ligne et les compétences qui vont bien, qui sont bien installées, parce qu'il y a plus de 85% des chefs d'entreprise qui regardent les CV en direct chez nous via le net. D'ailleurs, je pense que madame à côté nous parlera des réseaux. Donc, utilisez les moyens, mais si on vous a proposé quelque chose pas intéressant, c'est pas grave, vaut mieux proposer quelque chose que rien. Alors, Ivan, il y a quelques semaines, votre directeur national, Jean Basser, est venu justement constater les excellentes collaborations avec le conseil départemental du Bas-Rhin. En quoi ça consiste? En quoi, finalement, les expérimentations du Bas-Rhin sont tellement bonnes pour que, justement, le directeur national se déplace et vienne le constater de lui-même sur le terrain? Je pense que le directeur général était intéressé de venir parce qu'on a un partenariat dans le département un peu différent d'ailleurs. Le directeur général a souhaité mettre en place une offre de service conjointe pour des gens, bien sûr, qui recherchent un emploi, sinon on ne serait pas là, mais aussi qui peuvent rencontrer dans leur parcours, à un moment donné, des problématiques sociales. Et on sait bien que déjà, trouver un emploi, c'est compliqué. Résoudre les problématiques, des fois, à côté, encore plus. Et du coup, on souhaitait pouvoir travailler en commun pour accompagner les gens en binôme sur les deux champs et faire qu'on arrive à résoudre les problèmes plus vite et à trouver un emploi plus vite. Ça, c'est quelque chose qui existe partout en France, sauf que, chez nous, grâce au département et au travail de Pôle emploi, on a décidé de dédier, comme vous le disiez tout à l'heure, 21 conseillers chez nous, à peu près la même chose sur le département, c'est-à-dire qu'on a une équipe de plus de 50 personnes qui travaillent conjointement pour accompagner plus de 3000 personnes en continu pour résoudre tous les petits problèmes que peut rencontrer quelqu'un quand il cherche un emploi. Alors ce qui est différent chez nous, c'est qu'on a mis les moyens, parce qu'on estimait, le département, Monsieur le Président le dira peut-être avec moi, que dans notre département, il y en avait besoin. Et je pense qu'il y en a besoin parce que les gens sont contents. Et
il retrouve un emploi. Tout à fait, Président. Oui, on voit, moi je me réjouis aussi de ce partenariat de qualité que nous avons voulu développer sur le périmètre du département du Bas-Rhin. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que pour trouver un emploi, il peut y avoir différents types d'obstacles. Il y a la formation, le niveau de formation et des compétences, ça c'est un élément. Mais souvent, il y a aussi des problèmes de logement, de santé, de garde d'enfants, des problématiques sociales particulières qui font obstacle à la possibilité d'occuper un emploi. Et donc, notre enjeu ensemble, c'était à la fois de trouver des possibilités d'emploi pour des personnes, mais en même temps, pour que ça fonctionne, il faut régler ces problèmes sociaux. Donc, on a travaillé collectivement pour cela, et on le fait de différentes façons, avec nos travailleurs sociaux, avec nos conseillers emploi partagés. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que pour les personnes qu'on a réussi à replacer en emploi, on a quand même réussi l'année dernière, pour des chômeurs de longue durée bénéficiaires du RSA, d'en replacer 3000 à l'emploi. C'est un des meilleurs résultats au niveau national. Eh bien, ce travail-là, on l'a fait grâce aux liens privilégiés que nous avons ensemble, avec des entreprises également. Et nous avons fait un tutorat avant pour régler les problèmes sociaux. Et quand la personne est rentrée dans l'entreprise, on a continué à l'accompagner pour justement éviter des ruptures. C'est ce que nous faisons en ce moment à KFC, parce qu'on sait très bien que pour des personnes qui n'ont pu travailler parfois depuis très longtemps, c'est important qu'elles reprennent confiance, qu'elles soient assurées. Et donc, à travers cette démarche-là, on essaye vraiment de se préoccuper des personnes chômeurs de très longue durée et de leur redonner une chance et une dignité. Alors, il y a une réaction à ce que vous venez de dire sur nos réseaux sociaux. C'est Valérie. Merci de nous suivre. Valérie, non, madame, il n'y a pas d'offre en communication. Les entreprises prennent uniquement des stagiaires. Je vous propose de m'envoyer votre CV, puis on pourra regarder ensemble. C'est ce que je vous disais, c'est qu'à un moment donné, il faut être au bon endroit au bon moment. C'est pas simple. Il faut être sur les réseaux, il faut être aux abonnements sur les offres, chez nous ou ailleurs. Il faut être, madame vous l'expliquera aussi, sur des réseaux parallèles. Il faut être partout à l'instant T, parce que le travail, il tombe pas comme ça, ni chez nous, ni ailleurs. Par contre, je pense qu'il y a des opportunités. Après, c'est ce que vous dites, hein, dans la communication, vous le savez, mais je pense que vous avez fait des études là-dedans, parce que c'est votre projet. La communication, c'est aussi vaste. Et ce n'est pas forcément les offres que l'on voit apparaître sur les sites. Néanmoins, il y a des possibilités. Madame vous en parlera, mais envoyez le CV, regardez régulièrement. Moi, j'en ai vu quelques-unes, on pourra en reparler. Voilà, donc ça existe. Alors, juste, et je cède ensuite la parole donc à Sabrina, c'est une remarque d'un de nos internautes, il s'appelle Saad. Bonjour, j'ai effectué un doctorat en psychologie et je n'ai toujours pas trouvé de travail. Parfois, j'ai l'impression que mes origines posent un problème aux employeurs. Dans le Bas-Rhin aussi, ce sont vous avez un travail assidu, prononcé justement pour éviter ce genre de discrimination à l'embauche? Alors là, j'ai envie de vous dire, ça ne doit être aucunement un sujet, quoi. Et pourtant, ça peut être la réalité. Ça peut être l'impression que monsieur a. Et vous avez peut-être raison, j'en sais rien. En tous les cas, surtout, commençons pas à se dire, c'est déjà compliqué de trouver un job. Si on commence à se dire, ah oui, mais il y a peut-être l'origine, ah bah je suis peut-être une femme, je suis peut-être trop jeune. Peut-être, hein, mais en tous les cas, si vous voulez y arriver, moi, la première chose à regarder, c'est vrai que le diplôme que vous avez fait est intéressant, mais ça donne pas le... Voilà, vous pouvez être psychologue. Et vous pouvez peut-être être aussi plein d'autres choses. Travailler les compétences en dehors du métier. Mais vous posez pas des questions existentielles de je suis une femme, je suis un homme, ça ne doit pas rentrer en ligne de compte. Si jamais un employeur le met en ligne de compte, c'est son problème. Mais en tous les cas, c'est pour moi pas un sujet. Oui, c'est pour cette raison par exemple, le recrutement par simulation. Alors là, bien évidemment, pour ce type de poste, c'est pas possible, pas pour les psychologues, mais ce qui a été fait à KFC, mais on l'a vu dans d'autres entreprises comme Delpierre, ça nous permet, puisque là, c'est du recrutement sans regarder le CV, en regardant les capacités, les capacités, et à partir de là, on recrute. On voit que ça fonctionne bien pour certains types de métiers. Pour tous les métiers, ce n'est malheureusement pas possible, mais c'est vrai que on doit parfois se heurter à des idées préconçues et donc ça, il faut qu'on se batte contre ça, bien évidemment. Alors, Evan, vous en parliez tout à l'heure, c'est le mot réseau.
aujourd'hui, pour trouver un emploi, on peut aller au Pôle emploi, on peut en parler aussi autour de soi. Et il y a Sabrina. Merci Sabrina d'être là avec nous ce soir. Eh ben, merci pour l'invitation. Sabrina, en fait, vous avez un parcours vraiment intéressant qui force le respect. Vous avez été une ancienne aussi bénéficiaire, je crois, du RSA. Et malgré ça, aujourd'hui, ou grâce à ça, j'avais envie de dire, vous avez votre réseau, ce réseau de femmes entrepreneurs aujourd'hui qui a été reconnu par un magnifique prix puisque vous êtes lauréate d'argent, prix Femmes Chefs d'entreprise prometteuses des femmes de l'économie Grand Est. Et vous êtes fondatrice du réseau social pour femmes entrepreneurs, un réseau qui s'appelle Rézoé. Donc il y a à peu près, aujourd'hui créé en 2012, c'est ça, à Strasbourg. Vous êtes aussi implanté à Nice et à Paris, 640 membres. Très, très, très rapidement, c'est quoi Rézoé ? Rézoé, c'est une plateforme en ligne qui permet à des femmes chefs d'entreprise et en reconversion professionnelle de pouvoir créer leur réseau virtuellement, mais aussi apprendre comment réseauter. On fonctionnait en fait jusqu'à l'année dernière en club privé et je me suis rendu compte que c'était pas bon. Pourquoi ? Parce qu'il y a une étude en France de HEC au féminin qui dit que les femmes ne savaient pas faire du réseau, que ce soit virtuellement ou physiquement, et qu'elles n'avaient que 50 contacts alors que les hommes en ont plus de 72. Donc on va dire que j'étais quand même en avance par rapport à la chose puisque j'ai créé Rézoé en 2012 et il y a eu en fait un vrai travail qui a été fait avec mes 150 premiers membres justement qui était comment développer leur influence sur les réseaux sociaux. Ce sont des membres alsaciennes toutes ou ça vient de... Alors le concept est né en Alsace. Oui. On compte aujourd'hui 144 membres dans le Grand Est, on va dire. D'accord. On a 50 membres actifs. Donc des femmes qui utilisent nos services, qui se font former auprès de nos experts et qui communiquent sur la plateforme, mais le système étant que nous, aujourd'hui, on est suivi par 11 000 followers. Alors vous disiez tout à l'heure, en préparant cette émission, qu'il est beaucoup plus difficile pour une femme, justement, d'avoir son propre réseau qu'un homme. Ce que vous venez de dire aussi tout à l'heure. C'est pas inné, en fait. Moi-même, quand je suis venue en Alsace, c'est grâce à un homme qui m'a dit, écoute Sabrina, tu devrais aller développer ton entreprise dans des réseaux physiques, donc dans des soirées de networking. Mais c'était un homme qui me l'a dit. Donc il faut déjà avoir dans son entourage des hommes chefs d'entreprise qui puissent vous donner des tuyaux et d'aller réseauter. Et en fait, au bout d'un an, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes dans ces soirées. Et étant formatrice bien-être, C'était des soirées. Des soirées de networking professionnelles. Okay. Comme aujourd'hui, ça se développe. Précisons-le. Oui, bien sûr. Dans une démarche professionnelle. Et je me suis rendue... Moi, j'étais en reconversion, donc je cherchais des femmes en reconversion professionnelle dans les métiers du bien-être. Donc, j'ai cherché des réseaux féminins en Alsace et j'en ai malheureusement pas trouvé. Étant une ancienne parisienne, je savais comment ça fonctionnait sur Paris, donc j'étais un peu frustrée finalement de ne pas retrouver un équivalent ici en Alsace. Il y avait effectivement des réseaux, de chefs d'entreprise, comme le réseau des femmes chefs d'entreprise, qui est un réseau national, le réseau Force Femmes, Femmes 3000, Estelle Exécutive et bien d'autres réseaux encore. Mais finalement, nous, on apporte vraiment à notre membre qui devient une cliente utiliser Twitter pour développer son influence. On parlait tout à l'heure d'une personne qui recherchait un emploi. Sachez en tout cas que sur Twitter, il existe un hashtag qui est le hashtag i4emploi qui a été créé par des influenceurs l'année dernière qui permet justement à des personnes de la communication de pouvoir diffuser en ligne sur Twitter leur CV et de trouver un emploi. Il y a une grosse communauté, c'est énormément retweeté. Les entreprises sont à l'afflux de ce hashtag, donc allez vous faire connaître si vous êtes dans la communication. Et si vous ne savez pas réseauter, moi ce que je vous propose, c'est de vous inscrire gratuitement sur notre plateforme, puisque en interne sur notre site, nous avons créé des comptes qui permettent justement à des femmes qui ne savent pas réseauter de discuter dans ces groupes, de vous trouver des liens et de pouvoir peut-être créer des événements lors de nos soirées. J'entends bien, mais est-ce que ce réseau que vous avez aujourd'hui, là, c'est quand même destiné à des femmes qui sont quand même, on va dire, d'une certaine qualification, d'un certain niveau. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pourrait éventuellement imaginer. Comment fait-on aujourd'hui quand on est bénéficiaire du RSA, quand nous n'avons pas beaucoup de qualifications, quand nous sommes justement des jeunes, Lucie le disait tout à l'heure, voilà, ou Valérie, il n'y a pas d'offre en communication, on recherche des stagiaires. Quand on est stagiaire et qu'on veut marquer un peu de pas comme ça dans le chemin de l'emploi, comment fait-on pour réseauter ? Eh bien, écoutez, il faut aller auprès de mentors et de personnes qui savent faire. Mais on les trouve où ?
Eh ben, écoutez, on le trouve sur le digital, sur Internet. On clique réseau Alsace. Je pense à Europtimist à Strasbourg, où il y a tous les réseaux qui sont référencés. Je pense, alors, il y a plusieurs réseaux. Il y a des réseaux d'entrepreneurs, et je parlerai des ambassadeurs d'Alsace, de la marque Alsace, où des entrepreneurs alsaciens qui ont des ambitions nationales et internationales peuvent intégrer ce réseau et se faire connaître dans ces réseaux. J'en fais partie, vu que j'ai un concept national. Je pense au réseau des expatriés d'Alsace qui s'appelle Internation, qui est un site en ligne et on ne se rend pas compte. Absolument. Moi, j'étais à une soirée, il y avait 200 personnes. C'est des réseaux dont on n'entend pas parler. C'est des réseaux que j'ai trouvés sur Internet et que tout le monde peut trouver. Il suffit juste de faire des veilles. Voilà, en fait, Sabrina, ce que vous dites, c'est que moi, j'y suis arrivée. D'accord. Eh ben, donc pourquoi pas l'autre en fait, hein. Exactement, tout à fait. Alors pour revenir, moi je me suis retrouvée au RSA finalement parce que voilà, j'ai eu un manque de trésorerie. J'ai rebondi grâce à une campagne de crowdfunding et c'est comme ça que je suis sortie du RSA. Donc aujourd'hui, il existe des économies collaboratives en ligne, notamment pour les hommes et les femmes, hein. Et moi personnellement, j'ai fait appel à une plateforme qui s'appelle Mayanuna, qui est une plateforme de femmes entrepreneurs. Et cette plateforme m'a permis finalement d'atteindre un objectif, de sortir du RSA, de me faire connaître, puisque mon projet a plu. Donc, et du coup, depuis, je n'arrête plus. Voilà. En tout cas, un bel optimisme que l'on voit là, Président Bierry. Moi, je trouve ça extraordinaire de l'entendre. On s'est déjà rencontrés. Sabrina, elle nous donne une pêche d'enfer. Je pense qu'il faut retenir de son expérience, c'est deux choses fortes. Une, tout le monde a des talents et des choses à apporter à lui-même et à la société, mais il faut y croire. Et déjà, donc, il faut croire. Et puis, il faut faire du... Et la deuxième, faire du réseau. C'est vrai que par le réseau, par les rencontres, c'est sûr, Pôle emploi est bien évidemment le premier endroit où on va quand on cherche du travail. Mais après, on voit bien que selon les circonstances, selon les situations, il faut essayer de voir tous les outils qui existent autour. Créer des opportunités. Voilà, créer des opportunités de trouver du travail. Et vous savez, aucun de nous n'a la solution miraculeuse pour les personnes qui vont nous interpeller. Mais par contre, chacun peut être un petit maillon qui va contribuer à trouver des solutions pour un maximum de personnes. C'est comme ça qu'on veut inscrire notre action. Alors, Lilou, vous me dites, vous répondez ou c'est enregistré? Alors là, c'est à mon équipe technique, j'ai envie de poser la question. Vous répondez à quoi? Moi, je veux bien répondre à tout, mais il me faut un peu la question. Mais en tout cas, ce n'est pas enregistré, je vous rappelle. Donc, c'est une première. Nous sommes sur Facebook, nous sommes en live. Et ce soir, nous parlons emploi dans le Bas-Rhin. Et j'ai envie de dire un peu plus loin dans le Bas-Rhin, on va arriver sur l'Allemagne. Juste avant, des offres d'emploi aussi que je vous fais partager. Alors, l'association Horizon Jeunes à Brumath recrute des animateurs pour l'encadrement d'enfants au centre de loisirs. Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet, donc l'association Horizon Jeunes à Brumath. Le pôle enfance de l'association régionale L'aide aux handicapés moteurs, on parlera tout à l'heure justement de l'emploi et du handicap avec nos prochains invités, il recrute un éducateur spécialisé, c'est à Célestat, donc là c'est pareil, eh bien vous pouvez aller sur le site internet ou comme dit tout à l'heure, allez sur barrhin.fr, vous aurez les indications et les coordonnées électroniques du pôle enfance de l'association régionale de l'aide aux handicapés moteurs. Les EHPAD de Benfeld, de Ilsenheim et de Markelsheim recherchent un médecin. Voilà, on cherche aussi donc des emplois quand même avec, on va dire, une certaine qualification professionnelle. Le médecin coordinateur, alors c'est un CDD de 1 an qui est proposé, mais par les EHPAD de Benfeld. Là aussi, si vous êtes intéressé, je vous invite à venir nous rencontrer juste après l'émission virtuellement via donc la plateforme bas-rhin.fr. Un job aussi au CD67, un contrat public d'1 an à Strasbourg en tant qu'assistant jeunesse. À Haguenau, eh bien, nous recherchons un agent de maintenance spécialisé chauffagiste. C'est un contrat public basé à Haguenau. Toujours par le CD67 aussi, eh bien, nous recrutons un médecin qui est chargé de l'évaluation des besoins de compensation des personnes en situation de handicap. Là aussi, c'est un contrat public d'1 an au conseil départemental. Toujours au CD67, assistant social de secteur. C'est un CDD du 1er février au 31 mai à l'unité territoriale d'action médico-sociale du Nord à Pfaffenhofen, donc au nord, donc au ouest du département du Bas-Rhin. Oui, je voulais juste ajouter un petit mot alors je vais m'adresser aux femmes, puisque ma spécialité c'est quand même d'accompagner les femmes. Le micro, Sabrina, s'il vous plaît. Il existe un guide en ligne qui s'appelle « L'égalité professionnelle homme-femme quand les entreprises s'engagent ».
Et à la page 55, vous avez plus de 100 réseaux féminins, nationaux et internationaux qui y sont référencés. N'hésitez pas à aller faire un tour. Vous avez les contacts de toutes les têtes de réseau, les mails, les numéros de téléphone. N'hésitez pas à solliciter ces personnes pour trouver un emploi et vous créer des opportunités. Merci. Alors, une question cette fois-ci de Manu67 et elle est pour vous. Donc voilà, Manu67, Alsace égale région transfrontalière, non? Comment s'y prendre alors pour trouver un emploi en Allemagne? Le département aide-t-il d'une quelconque façon? Le Bas-Rhin peut-il financer des cours de langue allemande? Merci pour votre réponse, Manu67. Une réponse et puis après je vous laisse président la… On travaille en binôme avec, avec Pôle emploi sur cette question. C'est vrai qu'on a une opportunité dans notre département, c'est d'avoir en face de chez nous, en proximité, un pays qui a presque le plein emploi. Et le Bade-Wurtemberg, notre région limitrophe, est à 4% de chômage, c'est pratiquement le plein emploi. Et il y a un potentiel d'emploi important dont les Alsaciens peuvent bénéficier. Il suffit qu'ils fassent le déplacement et on a une possibilité de traverser le Rhin à plusieurs endroits. Et donc on s'est dit, c'est intéressant d'aller chercher les emplois non pourvus en Allemagne pour donner des perspectives aux chômeurs alsaciens. Alors il y a plusieurs exemples que nous avons, sur lesquels nous travaillons actuellement. C'est Zalando à l'Aar, qui va recruter quand même des centaines de personnes. On sait qu'Europa Park va aussi augmenter d'un tiers son parc, donc il va aussi recruter de plus en plus de personnes. Donc on s'est dit, comment on peut travailler avec ces entreprises pour essayer de trouver des possibilités d'emploi pour des Alsaciens. Donc nous avons ce travail-là avec le pendant de Pôle emploi en Allemagne. On est en train de travailler avec l'Eurodistrict et la Maison de l'Emploi de Strasbourg pour faire de l'organisation de la mobilité, parce qu'il faut régler les problèmes de mobilité. Nous travaillons sur les formations avec la région, les formations en allemand, pour les personnes qui auraient l'obstacle de la langue pour intégrer une entreprise en Allemagne. On voit bien, il faut qu'on fasse du sur-mesure par rapport à la fois aux demandes des entreprises côté allemand et en même temps par rapport au public que nous avons au chômage qui pourrait répondre aux besoins. Donc tout ça, c'est ce travail de couture fine que nous faisons ensemble avec Pôle emploi pour donner le maximum de chances. Alors là, du coup, là, c'est aussi régler les problèmes on parlait de la mobilité, mais aussi régler les problèmes de logement, etc. Donc on est dans ce travail-là au long cours pour donner une chance à des chômeurs de retrouver du travail, y compris en Allemagne. Vous savez, ce n'est pas forcément plus loin. Non, surtout qu'il y a bientôt un tram qui va nous amener jusqu'à Kehl l'année prochaine. Absolument. Donc, il faut souligner qu'au Pôle emploi, justement, dans le Bas-Rhin, il y a quand même une originalité puisque vous avez sous le même toit des conseillers du Pôle emploi et de l'Arbeitsamt, donc votre homologue allemand, qui travaillent justement pour éviter, pour permettre justement à des Barinois d'aller aussi trouver un emploi juste à côté de chez nous. Tout à fait. C'est vrai qu'en 2013, on travaille avec l'Agentur für Arbeit depuis longtemps. Et puis, c'est vrai qu'avec la crise et puis cette économie qui ne reprenait pas ou plus d'un côté que de l'autre, on s'est dit, mais comment on peut rendre cette région transfrontalière au niveau de l'emploi vraiment visible pour les gens? Comment on peut faire mieux que de s'envoyer des mails à distance? Et du coup, pour faire mieux pour les gens, ce qu'on s'est dit, c'est que si on travaillait ensemble sous le même toit, ça serait peut-être plus simple pour les Français et les Allemands de pouvoir traverser la frontière pour trouver un emploi. Et donc en 2013, on a tout simplement décidé que 2 collègues français de Pôle emploi travaillent avec 2 collègues de l'Agentur für Arbeit dans le même local. Vous traversez le pont, c'est juste après le pont, ils sont dans les mêmes locaux et ils travaillent en direct avec vous sur les offres qui sont disponibles. Et là, j'avais envie de dire ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ce que vous disiez, madame. On n'a pas le réflexe, mais il faut oser. Vous parliez, Monsieur le Président, d'Europa Park. On va bien pour se distraire. Pourquoi on ne pourrait pas y aller pour travailler? Pour travailler. On va bien à Kehl pour faire des courses. Pourquoi on ne traverserait pas pour travailler? Et donc, on essaye de rendre ces offres
matérialisables. Donc j'ai envie de vous dire aussi, si pour répondre à la question, j'ai pas retenu de Manu, 67. de Manu, bonjour Manu 67. Donc si vous êtes intéressé par le transfrontalier, il y a quand même plein d'offres en ce moment tout à fait de l'autre côté de la frontière. J'ai juste envie de dire, et on mettra sur le hashtag l'adresse mail pour que vous puissiez y accéder. Mais en tous les cas, n'hésitez pas, si vous parlez un petit peu allemand, bon, zéro allemand c'est un peu compliqué, mais un petit peu allemand et que vous voulez faire mieux d'allemand, ça on peut financer. Si vous êtes prêt à travailler tout de suite de l'autre côté, que vous avez un peu d'expérience, ça c'est intéressant aussi. Si vous vous dites, moi ça m'intéresse mais j'ai pas le bon CV, c'est pas grave, ça on peut faire. On peut aussi vous le traduire. Donc en tous les cas, on peut techniquement vous aider et on a les offres. Donc si vous êtes intéressé, vous venez toquer à la porte, c'est ouvert, et puis on regardera. Alors, il y a une question qui est tombée justement sur Zalando. Lilo, merci, vous me suivez ce soir, c'est sympa. Lilo, alors vous me demandez, comment fait-on pour postuler chez Zalando, une entreprise allemande? 5 petits points ou 6 petits points d'interrogation. Alors là, j'ai pas la date en tête, mais il y a une prochaine date en janvier où vous pourrez venir pour un pré-recrutement à Célesta, et puis on a une autre date à Strasbourg. Je le mettrai aussi sur sur bara.fr, et puis vous pourrez directement vous présenter. Si vous voulez faire plus vite, vous allez dans votre agence, vous dites moi je suis intéressé par Zalando, vous déposez votre CV, on vous dira à quelle date venir, et puis vous passerez les présélections sans souci. Alors, un coup de gueule, c'est Charlène. Bonjour. Mon coup de gueule, je ne comprends pas comment fonctionne la France. En Allemagne, une personne de 58 ans arrive encore à trouver un travail. C'est scandaleux que ce ne soit pas le cas en France. Président Bierry. C'est vrai que c'est un vrai problème de société en France. Je partage tout à fait la remarque de madame. Charlène, oui. Faut qu'on arrive à faire changer l'état d'esprit. Mais ça, c'est un combat de tous les jours. Moi, je le vois, par exemple, pour justement des chômeurs de longue durée qui étaient bénéficiaires du RSA. On a mis en place une démarche pour ceux qui ne trouvaient vraiment pas de travail. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des centaines de lettres, qui avaient à peine 2 réponses et toujours négatives, qui étaient désespérés. On leur a proposé de s'impliquer dans la vie associative. Et on a eu comme ça des expériences. Et qu'avons-nous constaté? Eh bien, les personnes rentraient de nouveau dans un réseau. Et grâce au réseau associatif, ont pu retrouver du travail malgré leur âge avancé. Vous voyez, alors c'est pas une recette miraculeuse non plus, mais ce sont comme ça des petits exemples. C'est pour cette raison que Sabrina parlait du réseau. Franchement, surtout pas s'isoler. Je crois qu'aujourd'hui, on peut avoir le réflexe quand ça va mal, quand on est au chômage, pour avoir le premier réflexe, c'est de s'isoler, de se sentir mal dans sa peau, c'est tout à fait naturel. Mais plus on s'isole, moins on a de chances de retrouver du travail. Donc, il faut essayer de s'investir dans tous les réseaux qui existent. Et le réseau associatif, on a tellement de besoins dans notre département pour des causes multiples. Essayez de vous investir dans la vie associative. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous permettre peut-être de trouver des perspectives d'emploi, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir 58 ans, c'est un handicap. Alors, je pense que ça va quand même évoluer puisque d'abord, l'allongement de la durée de vie va faire qu'on sera de plus en plus nombreux à être assez âgés. Donc, on pourra toujours mieux se faire entendre. Et donc, j'espère bien aussi que dans le monde de l'entreprise, on reconnaisse un peu plus l'expérience, les plus que peuvent apporter l'expérience dans une entreprise et dans l'emploi. D'accord. Le micro, parce qu'on n'entend pas. D'ailleurs, en Alsace, il y a une association qui s'appelle les Juniors d'Alsace. C'est vrai, voilà. vous avez raison. Donc de Daniel Rettler. Qu'il faut contacter, c'est très bien. Vous avez très raison. bien. Ouais. Alors, avant de vous quitter, donc Ivan, on me dit, Anne, peut-on avoir le mail de la dame du Pôle emploi? Ah bah oui, sans souci, je le mettrai sur Job département, voilà, pas de souci. JobCD67 ou barin.fr. Et puis donc, Ivan, directrice territoriale de Pôle emploi Barin, laissera ses coordonnées électroniques. Merci beaucoup Ivan, merci beaucoup aussi Sabrina. On va changer de discussion, d'orientation thématique. On va passer à autre chose. J'en profite justement pour dire qu'on recherche, alors 4 offres d'emploi viennent de tomber aussi. Ce sont des emplois CUI, CAE.
donc à raison de 20 heures semaine. Donc pour bénéficiaire du RSA, un agent de service logistique à Strasbourg. Donc si cela vous intéresse, eh bien bas-rhin.fr. On recherche aussi une ou un auxiliaire de petit déjeuner, toujours pour un bénéficiaire du RSA. Une maîtresse de maison à la maison de l'enfant à Saverne, c'est également pour un bénéficiaire du RSA et c'est une offre d'emploi CUI-CAE. Il y a aussi à Ilkirch un magasin de la grande distribution qui cherche des personnes motivées pour des formations d'hôtesse de caisse. Donc ce sont des formations et là aussi ce sont des offres d'emploi qui sont intéressantes à noter. Donc hashtag JobCD67 et bas-rhin.fr. Une question pour vous, Président, parce qu'elle vient de notre domaine. C'est Claude. Que pensez-vous des emplois perdus dans la vallée de la Bruche? Exemple, la reprise de Steelcase reprise par Punch. Sur 240 emplois et 80 intérimaires, il ne reste plus que 77. C'est un vrai souci, c'est un dossier, une situation que nous avons suivie de très près justement avec la DIRA pour retrouver un repreneur à l'époque du départ de Steelcase. On a eu la solution de Punch qui était une solution presque miraculeuse à ce moment-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, Punch a développé beaucoup d'emplois à l'échelle de l'agglomération strasbourgeoise. On souhaiterait que ça puisse aussi avoir une dynamique plus forte sur la vallée de la Bruche. Pour l'instant, ce n'est pas au niveau de ce qu'on pouvait souhaiter. Pour autant, ça donnait quand même des perspectives d'emploi à des personnes qui auraient, s'il n'y avait pas eu Punch, carrément perdu leur emploi. Voilà. Donc ce n'est pas idéal, je suis d'accord avec Claude. Mais en tout cas, notre volonté, c'est d'essayer de trouver des solutions. Vous savez, il faut bien avoir conscience qu'il n'y aura jamais de solution miraculeuse. Dans le tissu industriel, c'est toujours très compliqué aussi. Il faut se battre pour consolider les entreprises sur les territoires, leur faciliter la vie quotidienne, faire en sorte qu'ils se sentent bien sur nos territoires pour qu'elles restent les entreprises. Mais dès qu'il s'agit de grands groupes comme Steelcase, on n'est jamais à l'abri de réorganisation de ces grands groupes. Et c'est pour cette raison qu'on se bat aussi beaucoup, nous, pour soutenir les PME, parce que celles-là, elles vont être attachées au territoire. Alors, on passe à notre deuxième partie de l'émission. J'ai le plaisir de vous accueillir tout d'abord Michel. Bonsoir Michel. Michel Yeager, donc vous êtes une de mes collègues au conseil départemental puisque vous êtes conseillère emploi et là vraiment uniquement, j'allais dire, pour les bénéficiaires du RSA. Ça se passe comment dans le quotidien, Michel? Ça se passe bien. Non, mais en fait, nous, on est une équipe de conseillers emploi. Donc, vous êtes combien déjà Nous, on est 19. D'accord. Donc, 14 sur l'Eurométropole et 5 sur les territoires. D'accord. On peut vous trouver où concrètement? On peut nous trouver donc sur l'Eurométropole, nous sommes à l'Espace Vauban. D'accord, donc voilà, à côté du quartier de la Petite France. Du quartier de la Petite France. Et puis sur les territoires, c'est dans les maisons de conseil départemental. D'accord, donc là aussi, bas-rhin.fr, on a aussi vos lieux précis et puis vos coordonnées, Tout à les fait. 19 conseillers emploi du département. Donc sur l'Eurométropole, nous sommes, c'est un peu différent que sur les territoires. Donc sur les territoires, les conseillers emploi sont multisectoriels. Et sur le territoire de l'Eurométropole, chaque conseiller emploi a un secteur bien spécifique. Moi, notamment, je m'occupe surtout de l'hôtellerie, de la restauration et du commerce parce que j'ai déjà travaillé dans ce domaine de longues années. Et donc, c'est pour ça que vous avez travaillé aussi avec Nadia sur le dossier KFC. Tout à fait. En quoi ça consistait réellement? Alors, nous, on a travaillé donc en partenariat avec Pôle emploi et bien sûr KFC. Donc, nous avons d'abord sollicité les opérateurs professionnels pour avoir des candidats bénéficiaires du RSA qui étaient intéressés par les métiers proposés par KFC, notamment des employés polyvalents de restauration rapide. Donc vous avez un peu présélectionné avant de proposer à l'équipe de Nadia? Présélectionné. Donc après, ils ont été convoqués à une information collective. Les personnes intéressées
ont eu l'occasion de passer la MRS. Alors c'est quoi la MRS? La MRS, c'est la méthode de recrutement par simulation. D'accord. Et enfin, si les personnes étaient reçues à la MRS, et elles étaient donc reçues par les employeurs directement. Donc ça, c'est une démarche d'accompagnement, Nadia, qui vous satisfait complètement. On va peut-être donner le micro à Nadia. Merci Michel. Oui, c'était entièrement notre choix puisque ça correspondait aux valeurs en fait, de l'entreprise, c'est-à-dire ne pas recruter sur CV, mais vraiment recruter des personnes par habilité. Voilà. Et l'avantage de ce dispositif, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le tutorat. Donc sur les 15 bénéficiaires du RSA qui sont aujourd'hui, je crois, en CDI, en CDI. à KFC, voilà, donc c'est quand même une chance extraordinaire, à Strasbourg-Centre, donc facile aussi d'accès. Et donc là, vous avez pu effectivement, grâce au tutorat, repérer aussi peut-être des personnes qui, au bout de quelques mois ou quelques semaines, ne convenaient pas forcément non plus aux valeurs de l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu un tutorat conjoint, puisqu'il y a un tutorat par nous-mêmes et par moi-même, puisque je suis formatrice sur le terrain, tout au long de la formation et en poste, et puis dès la prise de poste, en fait, mensuellement, un travail de collaboration donc avec le conseil, où on suit les personnes une par une. En fait, on les reçoit en entretien individuel tous les mois et on fait le point sur ce qui va moyennement, ce qui ne va pas. Mais ça, pour tout le monde, j'allais dire, pas uniquement pour ces bénéficiaires, ça vaut aussi, j'allais dire, ce dispositif pour l'ensemble de vos employés. Tout à fait. Donc, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un tutorat qui est fait par moi-même pour tous les collaborateurs, voilà, et un tutorat plus de proximité, voilà, avec Madame Jäger et Monsieur Holzmann. Et là, en fait, on peut plus apporter d'opportunités s'il y a des soucis financiers, s'il y a des soucis de transport, s'il y a donc ça reste quand même un restaurant aussi à valeur humaine où on est là pour résoudre les problèmes du quotidien également. Voilà, tout à fait, parce que ça peut enfreindre en fait la bonne pratique professionnelle et donc on est là nous aussi à travailler un peu en haute couture sur chaque parcours et chaque profil de personne. Très bien. Il y a une question qui est tombée. Et c'est un de nos collègues. Alors, Afsa, bonsoir. Bonsoir à tous, Monsieur le Président. Je me permets de venir vers vous en tant qu'agent du département. Actuellement, en contrat d'avenir d'une durée de 3 ans au sein de cette collectivité, je me questionne sur la suite. Les contrats d'insertion ont-ils une chance d'avoir un avenir au CD? Malgré mes candidatures, les réponses restent négatives. Merci à vous pour votre réponse. Bien à vous. Alors, on est dans un contexte un peu particulier au niveau des départements. C'est pas seulement vrai dans le département du Bas-Rhin, c'est vrai dans tous les départements. On est face à des baisses de dotation très, très importantes. 70 millions de dotations en moins pour notre collectivité et toutes les dépenses sociales, 160 millions de dépenses sociales qui ne sont pas compensées. Donc, c'est vrai qu'on est dans un contexte où on n'embauche pas, malheureusement, où on fait des remplacements, mais on crée peu de postes nouveaux. On essaye de supprimer un peu des postes dans l'administration, pour remettre plutôt des postes dans l'opérationnel, justement, pour accompagner la vie quotidienne des Barinois. Mais du coup, on doit faire très attention, puisque c'est aussi de l'argent public. Et donc, malheureusement, on n'est pas dans une grande phase d'embauche massive. Pour autant, on regarde situation par situation. Et ce qui est important à mes yeux, et c'est ce que j'essaye de défendre fortement, c'est que les personnes qui seraient en contrat d'avenir au département n'ont pas forcément vocation à rester au département. Par contre, ce qui est important, c'est que vous puissiez retrouver du travail. C'est le jour où vous quittez peut-être le département, c'est l'accompagnement. Donc, je sais que toi, Hervé, notamment, tu as pris beaucoup de contrats aidés à la communication et tu as toujours eu à cœur d'essayer de trouver des solutions pour les personnes. Par les réseaux, justement. Donc, l'enjeu pour moi, c'est surtout que vous ne vous retrouviez pas au chômage à la fin de votre contrat d'avenir. Il est peut-être possible, selon le type de métier que vous occupez, qu'il y ait des perspectives au sein du département, mais je ne peux pas vous le garantir là comme ça. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, l'idée, c'est de vous accompagner pour que vous puissiez retrouver du travail après votre contrat. Et donc, pour compléter les propos du Président, il ne faut surtout pas hésiter à aller rencontrer la collègue des ressources humaines. Nous avons tous des représentants de la direction des ressources humaines, à la fois dans nos directions thématiques, mais aussi sur les
territoire, il faut vraiment prendre contact avec eux, un petit mail et poser aussi la problématique et en tout cas l'accompagnement, soyez-en rassurés, sera réalisé. Une autre facette de l'emploi, et il nous tient à cœur aujourd'hui au département de l'évoquer avec vous, dans le cadre des 70 ans précisément de la Maison départementale des personnes handicapées, c'est l'emploi et le handicap. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Jean-Damien. Bonsoir Jean-Damien Cantal. Vous travaillez donc au Cap Emploi. Le Cap Emploi, donc c'est un réseau national d'une centaine de Cap Emploi en France aujourd'hui, et donc quand même 12 lieux d'accueil sur toute la région. Et avec vous, eh bien 58 collaborateurs au service de l'entreprise et de la personne handicapée. C'est ça. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, Jean-Damien, parce qu'il y a 2 questions qui y sont tombées. D'une part, je vous les pose toutes les deux, et comme ça, vous pourrez répondre si vous voulez bien. Merci. Claude. Alors, Claude nous dit « Bonjour, est-ce que cela pourrait être bénéfique aux handicapés, éventuellement de travailler à la maison ?» Et la deuxième question, c'est Christiane qui nous la pose. « Mon mari est handicapé, il est dans un fauteuil roulant. Il est totalement valide de ses mains et sain d'esprit. Il cherche un travail. Alors, si vous avez des offres d'emploi, nous sommes preneurs. De nos jours, les entreprises sont toujours trop réticentes à prendre des handicapés et c'est vraiment regrettable. J'espère que vous aurez des offres, cordialement. On évoquait tout à l'heure le problème de 58 ans pour avoir un emploi en France, contrairement en Allemagne en tout cas. Et là aussi, un autre peut-être tabou, c'est « je suis handicapé ». Vous le disiez tout à l'heure en préparant l'émission, je peux être un handicapé aussi invisible. Comment ça se passe? Jean-Damien, la parole est à vous. Les 2 questions sont intéressantes parce que les 2 questions mettent en avant aujourd'hui la vision que peut avoir un chef d'entreprise, mais aussi tout citoyen à l'égard du handicap, notamment du handicap au travail. La première question, elle est intéressante parce qu'elle parle de travailler à la maison. C'est ça. Donc, elle inclut d'une part qu'une personne, à un moment donné, ne peut plus se rendre sur son lieu de travail et choisit de pratiquer du télétravail. Voilà. Elle véhicule aussi l'image que le handicap, c'est d'abord le handicap physique. Puisque travailler à la maison, je suppose que la personne qui m'a posé cette question, c'est une personne qui ne peut plus se déplacer parce qu'elle est en fauteuil roulant, par exemple. Première chose. Premier cliché, le handicap physique représente seulement 1% des handicaps. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 99% des personnes qui sont porteuses de déficiences, quelle que soit l'importance des déficiences, est invisible, elle n'apparaît pas. Ça peut être, par exemple, une maladie invalidante, qui est un handicap qui permet de se faire reconnaître comme travailleur handicapé. Une personne diabétique, une personne qui a eu un cancer il y a 10 ans, il y a 15 ans, et qui aujourd'hui est parfaitement soignée et qui est en rémission depuis plusieurs années, qui est tout à fait opérationnelle sur son environnement de travail. Voilà. Une déficience auditive, par exemple. Alors, l'audition qui baisse, sans être appareillé ou en étant appareillé, c'est un handicap. Voilà. Il y a aussi des nouveaux types de handicap, je dirais donc le handicap mental, avec toutes les maladies mentales qui sont diagnostiquées, qui n'étaient pas diagnostiquées avant, la schizophrénie, etc. Et puis les handicaps dont on parle beaucoup, qui sont les handicaps psychiques. Aujourd'hui, la pénibilité au travail a changé de secteur, on passe vraiment d'une pénibilité physique à une pénibilité qui est beaucoup plus psychologique. On parle beaucoup de burn-out, de bore-out aussi. Voilà. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de clichés à l'égard du handicap. Voilà. Et puis, la deuxième chose qu'incluent ces questions, c'est qu'il y a aussi beaucoup de méconnaissance à l'égard du handicap. Parce que quand je lis cette question, je me dis, je vois d'abord une personne qui est porteuse d'un handicap. Voilà. C'est-à-dire une personne qui est porteuse de déficience et qui cherche, avec sa déficience, à adapter son environnement de travail. Je crois que le jour où on verra le handicap d'une façon beaucoup plus globale, on ne verra plus une personne qui est porteuse de déficience, mais d'abord un travailleur. Parce qu'un travailleur handicapé, c'est d'abord un travailleur. Et puis une personne, un demandeur d'emploi, handicapé, c'est d'abord un demandeur d'emploi. C'est-à-dire une personne qui est porteuse de compétences. Voilà. C'est-à-dire de savoir, et puis de savoir-faire, qu'elle sait encore réaliser, et puis de savoir-faire qu'elle ne sait plus réaliser. C'est-à-dire que moi, j'inverse la question. Je dis, cette personne-là, elle est certainement porteuse d'un passé professionnel, avec des savoirs, des savoir-faire, et puis des savoir-être. Et puis, ce qu'elle a encore et ce qu'elle peut réaliser, elle peut le transposer certainement dans un autre cœur de métier. Donc ça, c'est aussi le rôle de Cap Emploi, de Pôle Emploi, d'accompagner la personne pour construire son projet professionnel, faire le point sur ses compétences et puis utiliser tous les dispositifs que peut proposer Cap Emploi, Pôle Emploi. Voilà. Et puis de dire, à côté de ça, il y a une déficience. Et qu'est-ce que me permet cette déficience ?
Et puis, pour répondre à cette question encore sur les clichés, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un tas d'emplois qui permettent de compenser le handicap en environnement de travail. Alors, ce que veut dire peut-être Claude, c'est j'ai du mal à me déplacer, je ne peux plus porter de charge. Il y a d'autres... on peut être téléopérateur. Aujourd'hui, Cap Emploi, par exemple, mène des réunions d'information collective et des accompagnements avec des organismes qui recrutent en grand nombre des téléconseillers. On peut être téléconseiller, on peut être assistant administratif. Tout à fait. Alors, une autre question. Céline, bonsoir. Je recherche un emploi dans un établissement scolaire, voire collège. J'ai déjà travaillé dans 2 lycées. Actuellement, je suis disponible pour toute proposition car je souhaite mettre en pratique ma titularisation. J'ai également la reconnaissance travailleur handicapé. Y a-t-il des possibilités? Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, première chose, Cap Emploi, il existe au sein de Cap Emploi une personne qui est dédiée auprès des métiers de la fonction publique. Donc j'invite... Votre site peut-être Voilà, c'est ça. Notre site peut renseigner aussi... C'est quoi l'adresse, Jean-Damien? Alors, Cap Emploi est géré par un organisme gestionnaire qui s'appelle Action et Compétences. Et pour accéder aux différents dispositifs de Cap Emploi, il suffit de taper sur une barre de recherche « Action et Compétences Alsace ». Vous avez le lien sur Cap Emploi et puis vous accédez directement à Cap Emploi. Pour répondre à cette question, 2 choses. La première chose, c'est qu'il existe chez Cap Emploi une personne dédiée au métier de la fonction publique. C'est-à-dire une personne qui peut accompagner quelqu'un qui souhaite s'orienter vers les métiers de la fonction publique. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que, en principe, beaucoup de métiers de la fonction publique sont accessibles sur concours. C'est-à-dire qu'il faut passer un concours de catégorie. Voilà. Or, lorsqu'on est porteur d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, certains concours sont allégés où il est possible d'accéder à certains emplois en étant exonéré du passage de concours. Voilà. Donc c'est tout à fait possible d'accéder au métier de la fonction publique de façon facilitée. On se renseigne et on peut trouver la solution par rapport à ça. Alors, une question périphérique, et je corrige, la MDPH n'a pas 70 ans, mais 10 ans, hein, donc je me corrige moi-même, sans oreillette, je le précise. Mais une question dans ce cadre-là, Président, bonsoir. Je suis reconnu inapte par la médecine du travail depuis 3 octobre. J'ai un dossier MDPH en cours, délai d'attente 5 mois, et en attendant, je fais quoi? Trop d'attente administrative, merci. Eh bien, Flo, on répond à votre question. Alors, c'est un vrai sujet de simplifier le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Nous y travaillons beaucoup avec les équipes, avec ma vice-présidente Michèle Eschliman, avec la directrice Bénédicte. Cette année, nous avons retravaillé 160 courriers qui étaient des courriers très administratifs, qui n'étaient pas toujours compréhensibles, au point où certains attaquaient la décision que nous avions donnée alors qu'elle était favorable aux personnes. Donc on travaille beaucoup pour faciliter le fonctionnement administratif. Donc là, on a changé ces 160 courriers en travaillant avec les associations de personnes en situation de handicap et je suis très fier de ce travail-là. Mais ce travail-là, on n'est qu'au début. Et on est face à une situation difficile, c'est que les demandes augmentent à peu près de 10% par an à la MDPH, à la Maison départementale des personnes handicapées. Et on est encore très contraint par les règles que l'État nous impose. J'en ai discuté avec les ministres successifs. Un exemple, quelqu'un qui a été amputé doit justifier tous les 3 ans que son membre n'a pas repoussé. On pourrait en sourire, mais enfin c'est inacceptable. Non seulement ça coûte très cher à la sécurité sociale, parce qu'à chaque fois il faut refaire des examens médicaux qui témoignent que le handicap n'a pas évolué, et en plus c'est très lourd administrativement pour les équipes. Donc c'est une vraie bagarre. Vous avez raison, c'est une dame. C'est Céline, absolument. Ouais, une dame. Vous avez raison, madame. L'enjeu, c'est de faciliter et de réduire les procédures. On combat, c'est notre combat, parce que moi je veux que notre maison départementale des personnes handicapées, elle soit plus simple et plus humaine. C'est un travail que nous faisons vraiment au quotidien, mais il faut raconter, on n'est pas encore au bout du chemin. Donc 5 mois, c'est trop long, mais en tout cas, on travaille. Alors si je veux intervenir sur la reconnaissance, 2 choses. La première chose, c'est qu'en général, les personnes que l'on accompagne, on les incite vraiment à anticiper le renouvellement de la demande. Parce que, voilà, comme vous l'avez dit, on est tenu à une certaine volumétrie, eu égard au personnel de la MDPH qui fait un très bon travail, mais elle ne peut pas faire plus que ce qu'elle fait. Donc nous incitons souvent les personnes à faire la demande plusieurs mois avant l'échéance de leur demande. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que finalement, ça c'est un peu l'effet du
je ne vais pas dire du succès, parce qu'il n'y a pas de succès dans le handicap, mais c'est un peu aussi l'effet boomerang des politiques volontaristes à l'égard du handicap, parce qu'aujourd'hui, s'il y a de plus en plus de personnes qui sont reconnues comme travailleurs handicapés, ce n'est pas parce qu'il y a plus de handicap dans l'entreprise. C'est parce qu'il y a peut-être une prise de conscience collective, peut-être aussi une politique dans les entreprises qui incite des travailleurs qui auparavant étaient plus invisibles, et peut-être en situation difficile, à anticiper ces situations difficiles et à se faire reconnaître comme travailleur handicapé, ce qui peut éviter, par exemple, des cas d'inaptitude en milieu de carrière. Donc, moi, je vois ça comme une chose positive. Alors, des offres d'emploi dans le domaine du handicap, il y en a. Il y en a en tout cas qui sont proposées aujourd'hui par des recruteurs. Alors, à Strasbourg, conseiller de clientèle bancaire en alternance, un contrat de professionnalisation, c'est à Strasbourg. Et c'est pour justement donc, une candidature en situation de handicap. Une autre également, assistant comptable et de contrôle de gestion et administratif, proposé cette fois-ci en CDI et c'était à Illkirch-Grafenstatten. Également, donc, pour des personnes en situation de handicap, la Direction générale des finances publiques du Bas-Rhin recherche des agents administratifs sans concours, dossier à remplir et à retrouver sur barrhin.fr dès la fin de ce chat. Alors cette fois-ci, autre offre d'emploi qui sont proposées et hors champ handicap. Au CD67, un agent d'entretien de l'espace rural pour le parc départemental d'Erstein, un contrat public d'1 an, aucun diplôme exigé. Également en Allemagne, on recherche un CDD, donc vendeur en boulangerie. Cette fois-ci, ce sont pour des bénéficiaires du RSA uniquement. Également pour un bénéficiaire du RSA, un CDD de 6 mois renouvelable en tant qu'agent comptable. Cuisiniers et aides de cuisine aussi sont recherchés à Strasbourg pour les bénéficiaires du RSA. Michel, je pense que tu dois suivre ce dossier. À Schiltigheim, agent de service logistique, également pour les bénéficiaires du RSA. Donc là, c'est pareil, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous pouvez trouver ces offres sur #JobCD67 et aussi sur le site barrhin.fr. Le micro peut-être à Nadia, parce que finalement, est-ce qu'aujourd'hui, KFC peut avoir aussi une démarche comme ça d'intégration de personnes handicapées? Oui. Est-ce qu'il y a aussi des types de métiers qui peuvent être ouverts aussi pour les handicapés aujourd'hui? Oui, on y a songé. Et effectivement, on a, en tant qu'équipier polyvalent, il y a trois plans. Il y a les personnes qui sont en production et en cuisine, les personnes qui sont donc à l'accueil, et puis les personnes qui s'occupent en fait de la salle. Et effectivement, les personnes qui sont en salle pourraient être des personnes avec un profil, ou en tout cas un handicap. Voilà, en tout cas, c'est ouvert aussi à la chaîne de restauration KFC Rive Étoile. Ouais. Une question de Karim. Bonsoir, je commence à désespérer à trouver un travail en Alsace. Auriez-vous des conseils à me donner? Quel type de compétences Je ne sais pas, Karim. Donc, Karim, si vous voulez compléter votre question, parce qu'on peut, il y a quand même j'ai une trentaine d'emplois là, Karim. Donc, je ne sais pas, voilà, sur vos qualifications effectivement, mais en tout cas, en Alsace, c'est quand même aussi une région attractive ou pas, Président? Oui, aujourd'hui, il y a énormément d'emplois qui ne sont pas pourvus et dans des métiers très très variés. Donc, c'est vrai que notre enjeu, c'est de mettre en perspective des emplois non pourvus et des personnes en recherche de travail. Plus on pourra faire de réseaux et de liens entre ces personnes qui se cherchent finalement, des entreprises qui cherchent et des personnes qui cherchent le travail, plus on arrivera à améliorer l'efficacité sur ce point-là, plus tout le monde sera satisfait. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, je pense que dans les métiers de la restauration, il y a aujourd'hui énormément de demandes. C'est vrai que ça suppose d'accepter certaines contraintes, de travailler le week-end, etc. Mais il y a des possibilités dans notre département. Et puis je vous dis, il y a aussi beaucoup d'emplois en proximité en Allemagne. Je crois qu'il faut saisir toutes les opportunités. Pour rester sur le champ du handicap, aujourd'hui, le travail relationnel est plus important que sur un champ, on dirait, classique. Est-ce qu'il y a malheureusement des travailleurs handicapés qui restent longtemps justement sans emploi? Oui. De la même façon qu'il y a des travailleurs non handicapés qui restent longtemps sans emploi. Je crois que le handicap, là encore, c'est toujours central sur la problématique de la personne, mais c'est aussi périphérique. Pourquoi des personnes se retrouvent à un moment donné sur le champ de la recherche de l'emploi et ne parviennent plus à intégrer, à remettre un pied
dans l'environnement professionnel. C'est parce qu'il y a un moment donné, on s'éloigne de l'environnement professionnel. C'est-à-dire parce que, je parlais des savoirs, des savoir-faire, on perd en savoir, on perd en savoir-faire, on perd aussi en employabilité, on perd en réseau, on perd en connaissances. Voilà. Et tout ça nécessite une grande anticipation. Un des chevals de bataille du handicap, c'est d'intervenir le plus en amont dans l'entreprise, afin de faire de telle sorte à ce qu'aujourd'hui, la situation d'un travailleur handicapé ne soit plus toujours la même, c'est-à-dire un arrêt de plus ou moins longue durée, parce qu'on ne parvient plus, on ne sait plus, on fait l'effort d'eux, parce que ça fait 15 ans, 20 ans qu'on est dans l'entreprise, parce qu'on travaille dans des entreprises où il y a certaines valeurs, une certaine culture, dans le bâtiment, les travaux publics. Il y a aussi des entreprises industrielles qui sont assez syndiquées, donc les valeurs sont aussi très fortes. On ne veut pas avouer sa faiblesse, et puis on traîne comme ça, et puis on passe la barrière où on ne peut plus. Donc on est en arrêt. Puis on est en arrêt 1 mois, des années, et puis il n'y a pas de solution de reclassement parce qu'on est plus âgé, et puis on est licencié. Voilà. Si on avait anticipé ces questions-là, il est certain qu'on aurait pu peut-être prendre en compte le fait qu'à un moment donné, la personne est toujours porteuse de compétences et elle peut les transférer. Je prends un exemple que j'ai vu dans une autre région, au sein vous savez, les rippers. Les rippers, ce sont ceux qui sont derrière les camions poubelles, qui portent les poubelles. Oui. Un organisme a choisi d'anticiper justement la question de l'invalidité des rippers, parce que c'est un métier qui est très physique. Voilà. Et puis se retrouver avec beaucoup de cas de licenciement pour inaptitude de ripper après 15 ou 20 ans d'exercice professionnel. Ils ont anticipé ça en proposant aux rippers de passer le permis poids lourd. Finalement, les rippers se sont retrouvés non plus derrière le camion, mais devant le camion. C'est-à-dire qu'on a anticipé une pénibilité qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'on a anticipé le handicap, on l'a tellement anticipé qu'il n'y avait plus de handicap. Voilà. Ça, c'est de l'intelligence collective. Ça, c'est de l'intelligence. Oui. Ouais. Donc, ce n'est pas une question de visibilité, de communication. C'est d'abord une question de projet professionnel anticipé le plus en amont possible. Bien réfléchir. C'est ça. Une question aussi pour Michel. J'entends souvent parler du RSA, c'est Benji qui pose cette question. Quel type de personnes se cache derrière le RSA? Merci des précisions. Alors, le RSA regroupe différents profils. Être bénéficiaire du RSA, enfin, ça peut arriver à tout le monde. Donc en fait, nous proposons différents accompagnements pour les différents profils. Et le département consacre 20 millions d'euros à l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Président. Oui, il faut expliquer aujourd'hui à M. Benji que le département est en responsabilité sur les bénéficiaires du RSA qui sont des chômeurs de longue durée. Moi, je déteste qu'on mette les gens dans des cases. Alors, on est obligé d'utiliser ce terme, mais je trouve que c'est stigmatisant et j'espère qu'on arrivera à l'avenir à faire évoluer les textes de loi pour éviter de mettre des gens dans des cases. On parle de bénéficiaires du RSA, de bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, de l'allocation de solidarité, etc. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à sortir de ces schémas. Il y a des personnes humaines, comme tout le monde, qui se retrouvent à un moment donné face à des difficultés. Et il faut que ces difficultés elles ne soient que transitoires et qu'on arrive à trouver des solutions. Et je voulais dire que par rapport au handicap, d'abord, moi j'ai rencontré des entreprises qui travaillent avec des ESAT, donc avec des établissements composés de personnes en situation de handicap, et qui m'ont dit, des chefs d'entreprise qui m'ont dit, aucune personne dite valide n'arrive à faire le travail avec une telle qualité de travail que certains ESAT dans les ESAT. Donc moi je voudrais dire aujourd'hui que les personnes qui sont en situation de handicap, elles ne doivent surtout pas se renfermer sur elles-mêmes parce qu'elles ont des compétences, elles ont des talents à porter, il faut qu'elles aient confiance en elles, on a besoin d'elles et c'est vrai qu'il faut encore faire évoluer la société pour que ça soit naturel d'embaucher des personnes en situation de handicap, mais il y a un changement de regard qui s'opère petit à petit, la loi de 2005, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, donc on sent quand même un virage qui est en train d'être pris. Il y a bien sûr encore beaucoup de marge de progrès, mais en tout cas, il y a des progrès. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que cette vision du handicap, elle est très binaire. Elle est assez franco-française. Oui. Beaucoup d'économistes, de philosophes ont travaillé sur cette question-là et se sont intéressés à l'approche du handicap dans les pays nordiques, dans les pays anglo-saxons par exemple. Dans les pays anglo-saxons, notamment au Canada et aux États-Unis, la question du handicap, je l'ai étudié dans le cadre de certains travaux, le handicap n'existe pas en tant que tel. On parle de personnes déficientes. Voilà. De deficiency ou de deficiency. C'est-à-dire que la personne ne sait plus ou moins faire certaines choses. C'est-à-dire on n'est pas
ou valide ou travailleur handicapé. Elle est plus protégée, c'est ce que vous voulez dire? Non, elle est protégée de façon très différente, c'est-à-dire que l'accompagnement est vraiment différent. Mais c'est vrai, quelquefois, la crainte de certains travailleurs de se voir reconnaître l'étiquette de travailleur handicapé, c'est à un moment donné d'être cristallisé, d'être mis en avant sur ce que je ne sais plus faire. C'est terrible pour un travailleur d'être mis en avant sur ce qu'on ne sait plus faire. Voilà. Nadia, vous vouliez intervenir, je crois. Oui, je voulais rebondir. Et je me disais qu'en tant que chef d'entreprise, je crois qu'il faut qu'on prenne conscience que maintenant, avec la génération Y, des jeunes et des moins jeunes, on doit adapter nos outils RH. On doit vraiment faire attention au fait que les CV, c'est plus trop ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre conscience qu'on est en collaboration avec des individus et leur permettre de créer le bon terreau, je dirais. Et donc, du coup, ils vont donner ce qu'il y a de meilleur. Quelle que soit, en fait, une personne qui pourrait être déficiente ou une personne du RSA ou une autre personne, en fait. Tout à fait. C'est vraiment à nous, en tant que chef d'entreprise, de collaborer, en fait, avec l'environnement pour pouvoir adapter nos outils. Président, le mot de la fin. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on est trop dans notre pays à partir des handicaps des personnes. C'est vrai, on devrait partir des talents et des capacités des personnes, des compétences des personnes. Et je pense que dans notre organisation de l'employabilité des personnes, il faudrait qu'on parte sur les capacités des gens. Tout le monde a un talent, tout le monde a des choses à apporter pour son insertion, mais aussi pour la société. Je pense que s'il y a un message fort à retenir, c'est on est tous là pour aider les personnes qui se retrouvent dans des situations de difficulté. On n'a pas de recette miracle, mais si vous y croyez, dans les réseaux qui peuvent se créer autour de vous, avec les emplois qui existent, et on me dit quand même qu'il y a 3000 emplois aujourd'hui qui ne sont pas pourvus sur le département, il y a des possibilités, il y a des chances pour retrouver du travail, donc il faut que vous y croyez. La confiance, c'est aussi quelque chose de très important en vous-même, pour réussir à relever les défis et faire face à tous les obstacles que vous pouvez rencontrer. Et puis, alors, il y a des possibilités de formation, il y a tellement de possibilités dans notre société. Alors, peut-être que parfois, on n'arrive pas assez à les faire connaître. Donc, l'enjeu, c'est justement de créer toujours plus de liens entre nous, avec vous, pour vous trouver des solutions. Mais en tout cas, et je suis très, très heureux d'avoir participé à ce moment d'échange. Et puis, le fait d'être en direct avec vous par rapport à vos questions, je pense que c'est aussi un exercice qui n'est pas simple quand on se retrouve en face de la caméra, mais qui est très utile aussi pour être très pragmatique. Béa, vous nous posez depuis tout à l'heure la même question et je m'en excuse, je ne l'ai pas reprise. Y a-t-il des emplois pour les seniors? Alors, il y en a. Je pense qu'il faudrait aller voir là aussi le site internet du Pôle emploi. Mais ils existent aussi dans le Bas-Rhin et en Alsace. Merci infiniment de votre participation. Ça se passe vite, hein, donc on pourrait rester, je pense, encore une heure de plus, surtout avec le président Bierry aussi. Donc, à nos côtés, non, mais très complémentaire. Merci infiniment d'abord d'avoir posé autant de questions. On espère avoir répondu avec la plus grande honnêteté et puis objectivité. On vous retrouvera très probablement l'année prochaine aussi sur un autre chat, sur Facebook, sur d'autres thématiques. Pourquoi pas revenir aussi sur l'emploi pour faire justement un bilan aussi des dispositifs tels qu'on a pu les engager. N'oubliez pas surtout de rester sur le hashtag JobCD67 et puis sur le site barrhin.fr pour retrouver à la fois toutes les offres d'emploi dont je vous ai parlé ce soir, mais aussi les coordonnées professionnelles de la directrice territoriale du Pôle emploi Bas-Rhin. Je la regarde là-bas tout au fond. En tout cas, je pense que Ivan, en tout cas, vous êtes aussi disposé à répondre à toutes les demandes telles qu'on a pu les voir et nous aussi en premier chef. Merci infiniment. Très bonne soirée dans l'Alsace, dans le Bas-Rhin, là où vous soyez. Et puis n'hésitez pas, continuez encore à chatter. Le dispositif continue évidemment après 19h47. Merci infiniment de votre attention et à très vite sur nos ondes.